Ceci est un livre audio autogénéré par Google. Logique sociale. Collection dirigée par Bruno Pequigno. En réunissant des chercheurs, des praticiens et des essayistes, même si la dominante reste universitaire, la collection Logique sociale entend favoriser les liens entre la recherche non finalisée et l'action sociale. En laissant toute liberté théorique aux auteurs, elle cherche à promouvoir les recherches qui partent d'un terrain, d'une enquête ou d'une expérience qui augmente la connaissance empirique des phénomènes sociaux ou qui propose une innovation méthodologique ou théorique, voire une réévaluation de méthodes ou de systèmes conceptuels classiques. Dernière parution. Jean-Yves Dartiguenave, Christophe Moreau et Maïté Savina, Identité et participation sociale des jeunes en Europe et en Méditerranée 2013. Agnès Florin et Marie Preau sous la dire de Le bien-être 2013. Jean-Michel Bessette, Bruno Pequigno dire Comment peut-on être socio-anthropologue 2012. Yves Lenoir, Frédéric Tupin dire Instruction, socialisation et approche culturelle, des rapports complexes 2012. Yolande Rioux, L'identité berrichonne en question S. De l'histoire aux histoires 2012. Pierre Vendassi, Diagnostic et évaluation, la boîte à outils du sociologue 2012. Isabelle Georges, Les nouvelles configurations du travail et l'économie sociale et solidaire au Brésil, 2012. Pascal Bruneteaux et Nora Benarroshorssoni, Intégrer les Roms. Travail militant et mobilisation sociale auprès des familles de Saint-Maur, 2012. Mélodie Genré dire Représentation. Le genre à l'œuvre, volume 3, 2012. Mélodie Genré dire Création. Le genre à l'œuvre, volume 2, 2012. Mélodie Genré dire Réception. Le genre à l'œuvre, volume 1, 2012. Bruno Lefebvre, Ethnographie des travailleurs en déplacement, Voyage en Europe sociale, 2012. Christophe Dargère, L'observation incognito en sociologie. Notions théoriques, démarche réflexive, approche pratique et exemples concrets, 2012. Dominique Jacquesjouvenout, Gilles Veilleillemarchisset dire Socio-anthropologie de la transmission 2012. Monique Dolbeau, La mémoire de métier. Enquête sur le maréchal Ferrand 2012. Claude Giraud, Que faisons-nous lorsque nous organisons 2012. Introduction. À Paris, au musée d'Orsay, est exposé un tableau d'Alfred Roll daté de 1887, intitulé Mandalamétrie, fermière. On y voit une jeune femme dans un pré, à côté d'une vache. Elle tient un seau rempli de lait. Cette personne est donc visiblement une éleveuse. Rien n'indique qu'elle avait d'autres activités, ni d'autres sources de revenus. Or on sait qu'elle gagnait aussi sa vie en pêchant les crevettes, et en surveillant les résidences secondaires du voisinage. Elle était pluriactive. Cette peinture apparaît comme un symbole du statut de la pluriactivité, bien présente mais souvent cachée. L'idée de ce livre provient de ce décalage. Il suffit de se pencher sur notre passé pour relever l'existence de cumuls d'activités à de nombreuses époques, et à de nombreux endroits. Malgré cela, ce fait ne prend qu'une place limitée dans les travaux anciens comme dans les ouvrages récents, où l'on relève le plus souvent une étrange absence de la pluriactivité. Lorsqu'il est étudié, c'est en général comme un symptôme, ou un indicateur de situation plus globale, et non pour lui-même. Pourtant, des historiens que l'on va retrouver dans les pages qui suivent soulignent que les cumuls d'activités sont une donnée très ancienne, et suffisamment importante pour que l'on puisse considérer qu'ils sont une composante à part entière de notre histoire. Leur étude serait donc susceptible d'éclairer certains aspects de celle-ci. Par exemple, de comprendre comment, pendant des siècles, des paysans ou des ouvriers ayant des ressources réputées insuffisantes pour vivre ont néanmoins pu s'en tirer. Mieux connaître notre passé est ainsi une première raison pour s'intéresser à cette pratique. Mieux déchiffrer le présent en est une seconde. Étudier l'histoire de la pluriactivité peut nous permettre de jeter un œil neuf sur la genèse de phénomènes actuels, nous fournir des clés pour appréhender certains aspects de notre société, et nous éclairer sur des questions qui nous préoccupent de nos jours. Et aussi de répondre à cette interrogation. Ces temps plus ou moins anciens,
où la pluriactivité était si bien accordée aux conditions générales de l'activité économique et de la vie sociale qu'elle en paraissait évidente, sont-ils réellement révolus? Invoquée à l'appui de plusieurs politiques publiques, cette pratique séculaire est en effet également un phénomène actuel, qui est au cœur de certaines mutations en cours. Connaître le parcours de la pluriactivité, et ce qui le détermine nous met en mesure de mieux évaluer sa place aujourd'hui. Pour toutes ces raisons, une plongée dans le passé des cumuls d'activités fournirait probablement aussi d'utiles repères pour esquisser certains traits de notre avenir. Mais il faut au préalable cerner les limites de l'exercice. La première est le risque d'anachronisme. Le cumul d'occupation ou d'emploi est peut-être vieux comme le monde, mais la pluriactivité, en tant que concept lié en France à l'existence de régimes juridiques fondés sur une base professionnelle, est une invention moderne. Le terme lui-même remonte sans doute à une cinquantaine d'années. On mesure combien il peut être malaisé de l'utiliser pour traiter de situations modelées par des contextes tout à fait différents. Une seconde embûche se présente. Comment retracer l'histoire d'un sujet que chacun interprète à sa manière? Définir la pluriactivité, ainsi qu'on a coutume de le faire, comme l'exercice de plusieurs activités, simultanément ou successivement dans un laps de temps réduit, l'espace d'une année en général, est une tautologie d'une fausse simplicité. Il n'y a pas en effet de contenu unanimement accepté de ce terme. On lui attribue des sens multiples traduisant des conceptions parfois très différentes. Complication supplémentaire, ce phénomène est désigné sous des appellations diverses, double activité, polyactivité, multiactivité, occupation ou genre de vie mixte, etc. Or parfois celles-ci sont interchangeables, parfois elles désignent des réalités dissemblables. Bornons-nous ici à évoquer brièvement les deux questions majeures qui se posent. Faut-il analyser la pluriactivité comme une pratique individuelle, ou comme un phénomène collectif? Chacune de ces conceptions a sa légitimité. L'approche individuelle, centrée sur la personne exerçant conjointement plusieurs activités, apparaît de prime abord la plus logique. Mais on peut aussi considérer que le niveau pertinent est celui d'entités plus vastes, couple, famille, exploitation, et dont les membres ont des occupations différentes, car celles-ci ne sont pas indépendantes. Elles créent au sein de ces structures prises globalement des interactions visibles dans le partage des rôles ou dans les flux financiers internes. Or, selon l'optique retenue, l'importance du phénomène, sa place, sa signification seront très différentes. Quel type d'occupation prend-on en compte pour reconnaître une situation de double activité? On ne retient en général que des activités exercées à titre professionnel ou lucratif. Mais, en fonction de l'idée générale que l'on se fait de cette pratique, il arrive que l'on admette des occupations donnant lieu à un simple dédommagement, comme de nos jours certaines fonctions électives, des occupations bénévoles, des passe-temps pourvu qu'ils occupent un temps suffisamment important. De même, selon les cas, on accepte ou on rejette les activités simplement occasionnelles ou irrégulières. Comment d'autre part, faut-il considérer, au regard de cette problématique, des activités du passé telles que la contrebande de sel, faux-sonnage ou le pillage des navires naufragés, ou la mendicité, organisée parfois de façon quasi professionnelle au XIXe siècle, ou encore le travail au noir de notre époque? Ces choix ne sont pas simples. En outre, on bute sur des problèmes de seuil, car les frontières entre les catégories que l'on peut établir ne sont pas tranchées. Entre les occupations professionnelles et celles de loisirs ou revêtant une ampleur très réduite existe un continuum, et une gamme d'activités semi-professionnelles susceptibles d'être rangées dans telle case ou telle autre. Autre question majeure, celle des activités d'autosubsistance, qui furent primordiales pendant des siècles en raison de la faiblesse générale des ressources, et dont l'appartenance aux combinaisons d'activités fut parfois contestée. Beaucoup aujourd'hui jugent qu'en l'absence de vente à l'extérieur, les personnes se livrant à ces activités en sus d'une profession principale ne sont pas des doubles actifs. Mais d'autres estiment que l'autoconsommation, dès lors qu'elle évite des achats extérieurs pour des montants parfois non négligeables, et permet occasionnellement la vente de surplus, constitue une activité économique à part entière et justifie la position inverse. Une telle hétérogénéité des conceptions, sur tous ces points et sur d'autres encore, vient brouiller les tentatives d'identification et de compréhension du phénomène. Lorsque l'on se tourne vers le passé, l'épineuse question de la définition de la pluriactivité se heurte à des difficultés supplémentaires.
On est en effet tributaire des documents dont on dispose. Or ceux-ci n'offrent pas toujours la précision voulue pour apprécier si, sur le fondement de la conception que l'on souhaite retenir, l'on est bien en présence d'une situation de pluriactivité. Ainsi, on ignore bien souvent dans quelle mesure les actifs non agricoles des familles paysannes participent au travail sur l'exploitation, ou si la micropropriété agricole d'un artisan est ou non tournée exclusivement vers l'autosuffisance. Lorsqu'à l'inverse ces documents sont suffisamment clairs, les définitions explicites ou implicites qu'ils contiennent ou qu'ils autorisent ne correspondent pas forcément aux conceptions qui guident la recherche. C'est pourquoi il paraît exclu de se fonder sur une définition a priori, qui serait inopérante pour retracer l'histoire de la pluriactivité. Je me suis donc, à quelques rares exceptions près, appuyé sur les interprétations qu'ont faites de cette notion les auteurs dont j'utilise les travaux. D'où, par la force des choses, un certain flou conceptuel, regrettable mais me semble-t-il inévitable. Quant au vocabulaire employé, pluriactivité, double activité, multi-activité, etc., il ne faut pas y voir de signification particulière, sinon celle de vouloir éviter des répétitions maladroites. Pour cette même raison de dépendance par rapport aux sources disponibles, il sera souvent question des formes de pluriactivité ayant une composante agricole, notamment celles liées à l'industrie. Ce ne sont pas les seuls à avoir existé, mais ce sont les mieux documentés. Pour le même motif, les XVIIIe et XIXe siècles sont sans doute surreprésentés. Les limites évidentes que cette dépendance assigne à ce type de travail me font admettre volontiers le reproche de donner une vision un peu déformée du sujet. Je souhaiterais enfin dire tout ce que ce livre doit aux historiens, sociologues, économistes dans l'œuvre desquels j'ai abondamment puisé, et qui sont cités au fil des pages. Je ne prétends pas avoir ajouté à leur travail. J'ai simplement cherché à agréger en un ensemble ordonné et synthétique les informations et les jugements tirés de leurs écrits. 1. 2 MILLENAIRES de métamorphose. Commençons par retracer à grands traits le parcours de la pluriactivité à travers l'histoire. Dérouler ainsi la chaîne des temps donne en effet la distance permettant de distinguer les lignes essentielles. Un premier constat s'impose alors. Ce parcours s'organise en plusieurs grandes séquences, remarquables chacune par leurs caractéristiques principales et par des types prédominants de cumul d'activités. Il s'articule autour de périodes clés. Celles-ci marquent des changements majeurs dans la nature et l'ampleur des combinaisons d'activités. Ces césures ne doivent pas être considérées comme indiquant le moment précis où s'opérerait un basculement, mais plutôt comme des repères dans le temps permettant d'identifier des phases de transition entre des formes prééminentes de multi-activité. Elles ont donc un caractère approximatif. Elles vont structurer cette première partie. A. Les premiers ages, jusqu'à 1789. À quand remontent les premières traces de pluriactivité ? Par manque d'informations, il est aventureux de répondre à cette question. Celle-ci est même presque incongrue, car il est délicat d'appliquer ainsi une classification contemporaine à un passé très lointain, reposant sur des bases économiques et sociales totalement différentes de celles que nous connaissons. Tout ce que l'on peut dire est que la présence, dès la plus haute antiquité, de sites miniers, métallurgiques ou de production de poterie dans des économies fondées sur la chasse, la pêche, l'élevage et l'agriculture laisse penser que des combinaisons d'activités existaient déjà. À l'époque gallo-romaine, nous dit-on d'ailleurs, les cultures méditerranéennes se trouvaient maintes fois associées à d'autres productions, notamment artisanales. En revanche, plus on avance dans le Moyen Âge, plus les choses s'éclaircissent. Prenons comme point de départ l'époque carolingienne. Les villes, si importantes dans l'Empire romain, sont en partie désertées et repliées sur elles-mêmes. Les relations commerciales se sont effondrées. La vie se structure autour des grands domaines ruraux avec leur main-d'œuvre servile, esclaves et serfs. La paysannerie libre est marginale. Les domaines seigneuriaux sont organisés pour fonctionner en autarcie, sur le plan agricole et artisanal. En témoigne ce commentaire à propos d'une ordonnance de la fin du IXe siècle énumérant les artisans du domaine royal. Cet artisanat reste dans un cadre domanial destiné à satisfaire les besoins des grands, et non à la vente sur des marchés extérieurs au domaine. On peut donc penser qu'au-delà du stade de l'autosubsistance, les cumuls d'occupation existants dans l'Antiquité se sont réduits.
Cette situation va se modifier progressivement avec la croissance démographique et économique, qui débute sous les Carolingiens et se prolonge sur plusieurs siècles. On peut appliquer spécifiquement à la pluriactivité le propos de Braudel sur la naissance de la civilisation paysanne. Tout n'a pas commencé, mais tout s'affirme à partir du XIe siècle. Des documents, de plus en plus nombreux à partir du XIIe siècle, attestent l'émergence ou la réapparition de la pluriactivité. Au sein d'une large palette de combinaisons, celle-ci revêt deux formes principales qui dominent la période allant jusqu'à la Révolution et vont même persister bien au-delà. 1. Les paysans manouvriers. Ce vocable désigne la situation de ceux qui, selon les termes de l'époque, sont simultanément propriétaires ou tenanciers et travaillent à côté comme journaliers, brassiers ou manouvriers. Nous dirions aujourd'hui exploitants salariés agricoles. L'émergence de ces cumuls d'occupations agricoles exercées sous des statuts différents a été encouragée par trois évolutions. A. La petite propriété se substitue progressivement au servage. Le recul du servage, amorcé dans le courant du XIe siècle, a accéléré l'apparition d'une classe de petits propriétaires ou tenanciers, installés souvent sur des surfaces trop exiguës pour permettre à leur famille de subsister. Il est facilité par une révolution technique dans l'agriculture, le collier d'épaule et le collier d'attelage pour les animaux de trait qui, en accroissant la productivité, réduisent le besoin de main-d'œuvre. La disparition du servage était très largement réalisée avant la fin du XIIIe siècle, bien que les derniers serfs n'aient été affranchis qu'à la chute de l'Ancien Régime. Les tenures concédées par les seigneurs, à l'origine précaires et indivisibles, se transforment progressivement en biens transmissibles et partageables entre les héritiers. Le morcellement des patrimoines qui en résulte, favorisé par des règles successorales peu protectrices, est amplifié par la forte augmentation de la population rurale. Le recul économique et démographique provoqué par les guerres et les épidémies du XIVe siècle a certes marqué un coup d'arrêt temporaire pendant plusieurs décennies. Mais les choses ont repris leur cours avec le redémarrage de la croissance. La reconquête des terres délaissées et les incitations à l'installation de paysans sur les domaines seigneuriaux, grâce à des baux plus favorables, ont relancé la progression de la petite exploitation. À la fin du Moyen Âge, celle-ci est désormais durablement installée. Vers 1650, dans la petite région du Hurepoix, au sud de Paris, sur les 394 laboureurs des comtés, 68,5% possèdent moins de 1 hectare, près de 84% moins de 2,5 hectares et moins de 3% plus de 10 hectares. B. Les redevances en espèces remplacent graduellement les corvées. Les progrès techniques qui permettent à l'animal de supplanter l'homme pour les travaux de force ont eu une autre conséquence. Ils ont accentué la désagrégation du système des corvées, qui s'est révélé à l'usage peu productif et se heurtait au mauvais vouloir des corvéables. Cette évolution a obligé les grands propriétaires à accroître le recours au salariat pour pouvoir exploiter leurs biens. On en vint de cette façon à confier à des journaliers mercenaires la plupart des travaux manuels que ne pouvaient accomplir les domestiques. Symétriquement, elle a dégagé pour les paysans un temps libre pouvant être consacré à d'autres occupations. À l'époque carolingienne, on comptait en général environ 3 jours de corvée par semaine et par famille. 3 à 4 siècles plus tard, ces obligations étaient tombées à une dizaine de jours par an. Mais cette réduction des corvées a eu une contrepartie, le versement de redevances. Pour s'en acquitter, le petit propriétaire effectuait des travaux saisonniers ou permanents, dans les domaines voisins, en échange d'un salaire mais aussi du prêt de moyens de production lui faisant défaut, animaux de trait, charrues, matériel de transport. Ainsi est née une complémentarité entre paysannerie parcellaire et moyens ou grands domaines qui survivra jusqu'au XIXe siècle, voire au-delà. C. Un prolétariat agricole commence à émerger. À compter de la fin du XVe siècle s'ouvre une période de mutation économique et sociale qui font surgir une classe nouvelle de paysans sans terre, ou n'exploitant qu'une très petite surface. Les progrès de l'individualisme se traduisent par la remise en cause d'usages collectifs traditionnels, protecteurs des plus pauvres. Au Moyen Âge, les ruraux, possédant ou non, avaient en effet, comme l'explique la troisième partie, le droit de glaner, de ramasser de la paille,
de faire paître leurs animaux sur les propriétés privées après la récolte, et d'utiliser les communaux, propriétés agricoles ou forestières appartenant en indivis à la communauté des habitants du village. De plus, la pratique de l'assolement, qui laissait le sol sans culture tous les 2 ou 3 ans, autorisait tous les habitants à faire packager des animaux sur les terres, même privées, ainsi laissées en jachère. Dès le XVe siècle, la Provence donne l'exemple de la contestation des servitudes collectives, bientôt imitée par d'autres régions. L'existence des communaux va également être critiquée par certains seigneurs ou par des paysans aisés, mais aussi par des agronomes qui réclament une exploitation plus intensive de ces surfaces jugées sous-utilisées ou mal utilisées. Un édit royal d'avril 1667 ordonne bien la rentrée des communautés en possession des biens communaux, ayant fait l'objet d'empiètements privés. Mais à partir de 1750, plusieurs ordonnances royales consacrent le principe de leur partage dans diverses provinces. Vers la même époque, un début de révolution agricole, qui conduit à implanter des fourrages artificiels sur les jachères, permet d'intensifier l'élevage, mais ceci s'accomplit au détriment des possesseurs de cheptels qui les utilisaient auparavant. Tout ce mouvement rencontre de fortes résistances. Il ne progresse que de façon lente, limitée, inégale selon les régions. Mais une impulsion est donnée à la restriction de ces droits. La conjonction des besoins croissants en main-d'œuvre des grandes et moyennes exploitations, et de la multiplication des petits exploitants ou des prolétaires ruraux à la recherche d'un complément de revenus donne son essor à ce premier type de pluriactivité, qui additionne plusieurs occupations agricoles. Trop mal pourvu pour pouvoir vivre de son bien, le brassier complète généralement son gagne-pain en se louant chez le laboureur, il est manouvrier ou journalier. L'importance des combinaisons associant une micro-exploitation et un travail salarié à la journée se fera sentir de façon grandissante dans les siècles suivants. L'expansion de cette forme de cumul d'activités explique largement le constat que fait Vauban au début du XVIIIe siècle. Parmi le même peuple, notamment celui de la campagne, il y a un très grand nombre de gens qui, ne faisant profession d'un seul métier en particulier, ne laissent pas d'en faire plusieurs très nécessaires et dont on ne saurait se passer. Tels sont ceux que nous appelons manouvriers, dont la plupart n'ayant que leurs bras, ou fort peu de choses au-delà, travaillent à la journée ou par entreprise pour qui les veut employer. 2. Le cumul de l'artisanat et d'occupations agricoles. De tout temps les paysans ont fabriqué pour leurs propres besoins leurs vêtements, leurs meubles, leurs vaisselles, leurs outils, voire leurs maisons, en utilisant les matières premières qu'ils ont eux-mêmes produites ou récoltées. À la fin de l'Empire romain, l'exode urbain et la désorganisation des transports entraînent même un renforcement de cette tendance à l'autarcie. L'artisanat se résorbe dans le cadre familial, entre les hommes bricoleurs à tout faire et les femmes pourvoyeuses de vêtements. Cependant, des éléments de pluriactivité subsistent même dans ce cadre. On peut considérer comme tels les corvées de production dues aux seigneurs, ou la vente occasionnelle à l'extérieur des objets fabriqués en surplus. Mais à côté de cette industrie du foyer apparaissent assez tôt d'autres modes de production industrielle. A. De l'industrie du foyer à l'artisanat spécialisé et à l'industrie marchande. L'essor démographique, urbain et économique des XIe et XIIe siècles va avoir 2 effets à long terme. En premier lieu, il favorise l'apparition d'une nouvelle couche sociale d'artisans de village, distincte des paysans. Les progrès de l'utilisation du fer dans l'agriculture, socs de charrue, bêches, faucilles, multiplient les forgerons de village. Avec la diffusion des moulins à farine, surgit le personnage du meunier. Plus généralement, les ruraux découvrent l'intérêt d'une production à moindre coût et de meilleure qualité grâce à la spécialisation, et le nombre des cordonniers, charpentiers, maçons, etc. s'accroît rapidement. Les savoir-faire sont issus en général de l'antique industrie du foyer, mais on passe d'un artisanat paysan polyvalent à un artisanat spécialisé. En second lieu, la croissance démographique et urbaine contribue à créer de nouveaux marchés pour les productions artisanales. Ainsi naît, en ville mais aussi au sein des familles rurales, un artisanat de production destiné non plus à la satisfaction des besoins domestiques ou de voisinage, mais à la vente pour des marchés la plupart du temps supralocaux. Ces produits sont parfois écoulés par le fabricant lui-même, sur les foires ou par le colportage, qui se développe au Moyen Âge. Le plus souvent, l'artisan traite avec un négociant qui se charge de la commercialisation.
Il arrive que ce dernier fournisse tout ou partie de la matière première, lorsqu'avec l'extension de la production, les ressources domestiques ne suffisent plus. Mais l'artisan conserve une certaine indépendance, car il possède l'outillage qu'il utilise et il livre un produit fini. On a parfois donné à cette forme de pré-industrie, fondée sur la juxtaposition de petits producteurs indépendants possédant simultanément leurs moyens de production et le produit de leur travail, qu'ils vendent à des marchands, le nom d'industrie marchande ou Kaufsystem. Ce mode de production caractérise cette période, bien que celle-ci ait connu les débuts d'un autre système industriel qui marque les premières décennies du XIXe siècle et qui pour cette raison est décrit au chapitre suivant. Cet artisanat, qu'il soit surtout de service et à vocation locale ou de production et à vocation souvent supralocale, conserve la plupart du temps un lien avec la terre. Généralement, les fabricants exploitent en même temps un petit domaine. Souvent par nécessité économique, peu d'artisans dans le village, à l'exception du forgeron, vivaient de leur seul métier, car le laboureur fabriquait lui-même ses tables, ses arères et ses chars. Mais c'est aussi le fruit d'une politique des seigneurs, laïcs ou ecclésiastiques, qui cherchent à attirer à eux des compétences. Parfois le seigneur fixe l'artisan par l'octroi d'un fief. Cette situation n'est pas l'apanage des campagnes. On la rencontre dans les villes, car l'artisan urbain reste un demi-paysan. L'exemple de Dijon au XIVe siècle montre bien ce lien avec la terre, qui d'ailleurs n'exclut pas d'autres types de combinaisons. Cependant, il y a un certain desserrement de l'imbrication antérieure entre l'agriculture et l'artisanat, qui va d'ailleurs s'accentuer avec cet autre mode de production industrielle dont j'ai dit qu'il marque la période suivante, mais qui est déjà présent dans certaines régions. On fabrique avant tout des biens de consommation. Au premier rang, et cela va durer plusieurs siècles, figurent les produits textiles. Ils utilisent le lin, le chanvre, la laine, plus tard la soie et le coton. À côté de la production de toiles, de draps, de vêtements, prennent place des productions plus étroitement spécialisées, bonnetterie, rubannerie, passementerie et surtout dentelle. On mesure cette prépondérance du textile à partir du XIVe siècle, grâce aux miniatures et aux peintures qui représentent très souvent les paysannes avec une quenouille ou un rouet. Et l'historien Jacques Le Goff décrit les statuettes du portail nord de la cathédrale de Chartres, qui mettent en scène la Vierge comme ouvrière en laine et en lin. B. Le reflet des conditions économiques et techniques de l'époque. Cette poussée d'un artisanat rural pluriactif a deux origines. La première est le poids des contributions en espèces exigées des paysans. À la fiscalité seigneuriale, héritière des corvées en nature, est venue s'ajouter une fiscalité royale dont l'importance ne cesse de s'accroître. Entre 1610 et 1642, son montant est passé de 17 à 44 millions de livres. Sous Louis XIV, les paysans payaient 20 à 50% de leurs revenus bruts en impôts. La nécessité où tant de ruraux étaient de se procurer à tout prix de l'argent liquide se traduisait sous l'Ancien Régime, dans beaucoup de régions, par leur empressement à rechercher sous forme de travail à domicile, l'appoint des salaires industriels. Le second élément a été le caractère souvent saisonnier des activités artisanales. Celui-ci tient d'abord au primat accordé à la production agricole, dans un temps où l'équilibre alimentaire est fragile et à la merci du moindre aléa. On travaille à l'artisanat quand on ne peut travailler la terre, c'est-à-dire en général l'hiver. Il est aussi la conséquence des limites de certaines sources d'énergie. Les moulins à eau, ne pouvant tourner en période de trop basse eau ou de trop hautes eaux ou de gel, ne sont exploitables qu'une partie de l'année. 3. En arrière-plan, une large palette de combinaisons d'activités. Le petit propriétaire journalier et le paysan artisan sont les deux types qui dominent la période considérée. Mais ils ne font qu'émerger d'une profusion de formes pluriactives combinant agriculture, commerce, artisanat ou service. Celle-ci est nettement visible à compter du XVe siècle, quand avec le développement de la propriété agricole individuelle aux dépens des usages collectifs qui accompagnent le redécollage économique, s'accroît le nombre des paysans sans tenure ni ferme ni métayage. Ces gens sans terre, la masse flottante battant le pays, se louant à la moisson et courant les aventures, perpétuellement à la recherche d'un complément de revenus, vont d'un emploi à l'autre en fonction des opportunités. Tels, au XVIe siècle les estibandiers du Sud-Ouest, mi-journaliers, mi-artisans qui constituent un prolétariat au bas de l'échelle.
Au-delà des multiples variations que dessine la situation de ces journaliers, la palette des combinaisons révèle 3 traits marquants. A. Le travail de la terre en complément d'un autre métier. La raison principale de cet attrait de la terre vient d'être évoquée à propos des artisans. C'est le poids des préoccupations alimentaires. Cette fréquence reflète aussi la structure de la population. À la veille de la Révolution, environ 80% des Français sont des ruraux. Dans les documents de cette époque, règlements de succession, testaments, contrats de mariage, pièces de procès, apparaissent comme propriétaires ou exploitants agricoles des marchands, des barbiers chirurgiens, des tabellions et des notaires, des maîtres d'école, etc. Au milieu du XVIIe siècle, dans le Hurepoix, sur 1133 tenanciers recensés, près de la moitié ont une activité non agricole à côté. Les ecclésiastiques eux-mêmes sont assez fréquemment double actifs. Aux alentours de l'an 1000, les églises et les chapelles de campagne étaient desservies par des prêtres qui poussaient d'eux-mêmes la charrue et qui exploitaient avec leur famille moins beaucoup en effet, étaient mariés moins le lopin de terre que le maître de leur sanctuaire leur avait concédé en échange de leurs services et dont ils tiraient l'essentiel de leur subsistance. 6 siècles plus tard, rien n'a changé, les curés de village, souvent également instituteurs ruraux, étaient aussi des paysans, n'hésitant pas à mettre la main à l'ouvrage, élevant quelques bêtes, plaçant quelques ruches dans leurs clos. B. De nombreuses combinaisons d'activités non agricoles. Malgré le poids des occupations agricoles, elles ne sont pas rares. Au XIVe siècle, on observait une certaine polyvalence des artisans à Dijon, où l'on trouvait par exemple des tailleurs de pierre charpentiers, des barbiers tisserands, des tondeurs couturiers, des épiciers chaussetiers, des tisserandes blanchisseuses, et les contrats d'apprentissage prévoyaient parfois une double qualification. 1 ou 2 siècles plus tard, le tisserand de village, malgré son lien à la terre ou en complément de celui-ci, était, nous dit-on, souvent quelque peu cabaretier ou aubergiste. Au XVIIe siècle, souvent l'instituteur complétait ses émoluments en exerçant conjointement quelque autre métier, celui de maçon, de cordonnier, de tailleur d'habits, et parfois l'échoppe servait aussi de salle de classe. Il était cependant interdit aux maîtres d'école d'être simultanément marchands de vin. En 1726, sur la côte nord de la Bretagne, dans les activités complémentaires des pêcheurs à pied ou à la côte, double actif, les métiers du commerce, de l'artisanat ou des transports étaient pratiquement aussi nombreux que les professions agricoles telles que laboureurs ou journaliers. C. La présence de la pluriactivité dans les villes et les bourgs. Cette pratique est loin d'être l'apanage des campagnes. On vient de le voir dans le cas des artisans. Mais le phénomène est nettement plus large. Les bourgeois, même les plus riches, sont encore à la fin du XIIe siècle plus qu'à demi des paysans. Ils possèdent tous des terres dans la proche banlieue et dans le terroir où sont nés leurs ancêtres. Ils les exploitent eux-mêmes. Ils en tirent leur provende, et même une bonne part des denrées qu'ils vendent aux voyageurs ou que les artisans traitent dans leurs ateliers. Il est symptomatique d'observer que les villes franches créées à cette époque partagent l'espace enserré dans leurs limites en 3 parts approximativement égales, consacrées respectivement aux habitations, aux jardins et potagers et aux terres cultivées. Il est cependant probable que ces formes de pluriactivité urbaine fréquemment liées à l'agriculture aient régressé par la suite. La croissance des villes, en élargissant les débouchés locaux pour certaines professions commerciales, artisanales et de services, a poussé à un recentrage sur le métier principal. Elle va de pair avec un changement de comportement des possesseurs urbains de terres, qui deviennent peu à peu davantage propriétaires absents qu'exploitants. Mais elles sont loin d'avoir disparu au moment où s'ouvre la période suivante. B. Le temps de l'EPANOUISSEMENT, 1789 à 1875. Par bien des traits, cette période prolonge celle que nous venons de voir, même si des inflexions sont sensibles pour bien des formes de pluriactivité. On pourrait donc la considérer comme une simple variante autour des caractéristiques qui ont prévalu dans les siècles précédents. Pourtant 2 éléments poussent à y voir une nouvelle époque pour le sujet qui nous intéresse. Il s'agit, en premier lieu, des profonds bouleversements apportés par la Révolution et l'Empire au cadre politique, social et juridique dans lequel s'exercent les activités. Avènement de la bourgeoisie, triomphe de l'individualisme et d'une conception nouvelle de la propriété écartant les pratiques solidaristes héritées du Moyen Âge,
réforme du droit des successions, reconnaissance du droit d'enclore les champs, consécration de la liberté du commerce et de l'industrie. Ces changements constituent une rupture par rapport à la situation antérieure et marquent une étape vers la société capitaliste. C'est en second lieu la montée en puissance et l'apogée d'un nouveau mode de production industrielle. Ces deux éléments, qui font encore sentir dans une certaine mesure leurs effets jusqu'à aujourd'hui, ont des répercussions fortes sur les cumuls d'activités. 1. Les formes anciennes sont portées à leur plus haut degré. Bien des formes de cumul d'activités que nous avons vues précédemment demeurent présentes au cours de cette période. L'artisan rural demeure souvent pluriactif. Mais à part les forgerons, peu d'artisans de village pouvaient gagner leur vie en ne pratiquant qu'un métier. Dans la Beauce, vers 1850, il semble que le travail de la terre soit une activité complémentaire sinon secondaire pour la plupart des artisans et commerçants. En 1872, dans l'Eure-et-Loir, une fraction notable des 395 instituteurs exerce une seconde activité. 36 vendent des polices d'assurance, 10 sont aussi marchands de tabac. Certaines combinaisons anciennes gagnent même en importance. A. Le propriétaire journalier est un des types dominants de cette période. La vente des biens nationaux, entre 1791 et 1794, et d'une partie des communaux en 1813, si elle profite peu au prolétariat rural, accroît le nombre des petits et moyens propriétaires agricoles. Or, simultanément, les forces qui concouraient déjà auparavant au morcellement des propriétés se trouvent rapidement amplifiées. La Révolution supprime le droit d'aînesse. Le Code civil de 1804 institue le partage égalitaire des héritages. Quelques dizaines d'années plus tard, l'administration fait ce constat. Tout ce qu'a perdu la grande propriété, tout ce que perd chaque jour la moyenne, la petite l'absorbe. Parallèlement, se produit une forte poussée démographique. La population totale passe, à territoire inchangé, de 28 millions d'habitants à la veille de la Révolution à 37 millions en 1870. Cette conjonction pousse à l'éparpillement des exploitations, qui atteint son maximum en 1892. Sur 2 235 000 exploitations ont moins de 1 hectare, soit 39% du total, et 4 064 000 ont moins de 5 hectares, 71% du total. Le XIXe siècle, et la période dont nous traitons en particulier, est bien l'époque de la petite exploitation rurale triomphante, selon l'expression de Jean-Luc Maillot. Les petits et micro-exploitants sont nombreux à devoir se tourner vers un travail d'appoint dans les propriétés agricoles plus importantes. En 1862, 1 134 000 propriétaires, soit 29% de ceux-ci, sont aussi journaliers agricoles, ce qui représente plus de la moitié de cette dernière catégorie. B. La pluriactivité liée aux migrations saisonnières atteint un sommet. En fait, le lien entre ces deux notions n'est pas total. Ces déplacements reposent parfois sur le même métier exercé de façon itinérante, ou sur une seule occupation sur une partie de l'année. Mais les transmigrations lucratives, comme les dénomme Mirabeau, s'appuient souvent sur un cumul d'activités. On les a signalées dès le Moyen Âge, mais leur fréquence augmente avec le programme d'amélioration des routes royales dans les derniers temps de l'Ancien Régime, institution de la corvée royale, et les lois de 1824 et 1836 sur les chemins vicinaux. Ces derniers, en passant de 60 000 à 320 000 km entre 1841 et 1870, complètent le réseau national organisé autour de Paris et de quelques grandes villes et innervent l'ensemble du territoire. On peut regrouper ces déplacements en trois types. Les migrations temporaires dans l'agriculture et la forêt. Elles revêtent des formes diverses. Par leur durée, quelques semaines à quelques mois. Par leur rayon géographique. Des familles paysannes des plateaux du Périgord descendent à l'automne faire la récolte des noix dans les vallées avoisinantes, mais les montagnards du Massif central vont faire les moissons dans tout le Languedoc, et les bûcherons de la Creuse se retrouvent jusque dans les Landes. Par l'époque de l'année, en été pour les récoltes, à l'automne ou en hiver pour nombre de travaux forestiers. Par le type de tâches enfin, travaux de base comme les récoltes, moissons et vendanges, ou plus spécialisés, taille de la vigne, voire quasiment artisanales tel le peignage du chanvre. Elles connaissent une grande extension au milieu du siècle. En 1852,
Les migrations liées aux travaux des récoltes touchent 961 000 personnes, chiffre qui est certes à prendre avec beaucoup de précautions, voire l'annexe X, mais qui situe l'ampleur et l'évolution du phénomène. Le brassage est large. Ce sont 5,7% de la population agricole du Massif central qui migre, et en sens inverse, les départements du centre du bassin parisien accueillent l'équivalent de près de 15% de la population agricole locale. Les migrations temporaires dans le bâtiment. Elles concernent surtout des maçons et des tailleurs de pierre. Ceux-ci viennent principalement du Limousin et se dirigent vers Paris et Lyon. Ils forment l'essentiel des 50 000 migrants temporaires non agricoles dénombrés dans le Limousin en 1846. La Basse-Normandie est également relativement spécialisée dans ce type de déplacement saisonnier. Il est fort probable que ces travailleurs sont moins fréquemment individuellement pluriactifs que la catégorie des migrants agricoles. La durée de ces déplacements, couramment 7 à 8 mois, et leur période, du printemps à l'automne, laisse peu de place pour une participation autre que limitée ou occasionnelle aux travaux dans la ferme familiale. En revanche, les revenus amassés sont pour une large part recyclés dans l'exploitation, comme l'illustrent les souvenirs de Martin Nadeau qui fut un maçon migrant avant de devenir député de la Creuse. Arrondir son patrimoine reste le but suprême de cet ouvrier resté profondément paysan, qu'est le migrant limousin. Les migrations liées au colportage et au commerce. Ce troisième ensemble est nettement plus hétérogène. Si on essaie de l'ordonner autour de catégories utilisées aujourd'hui, on distingue 3 groupes principaux. Tout d'abord, des artisans souvent aussi paysans. Certains écoulent même les produits de leur activité par ce moyen. C'est le cas particulièrement dans les Alpes et les Pyrénées. Ainsi, les habitants des Alpes du Nord allaient vendre l'hiver les dentelles, les toiles, la vaisselle de bois, les fromages, les semences qu'ils produisaient. Ceux de la montagne de Lure, dans les Alpes du Sud, vendaient les plantes médicinales qu'ils ramassaient. D'autres, au contraire, se déplacent pour exercer leur activité, tels ces habitants du Pays Basque migrant pour fabriquer des tuiles en Espagne ou du charbon dans les Landes. On trouve ensuite des revendeurs se livrant saisonnièrement au commerce, souvent comme métier d'appoint. Vendeurs de bain-blotterie et colifichets, articles de mode, almanachs et bibles, couteaux et ciseaux, lunettes, etc. Enfin, on trouve ce que nous appellerions de nos jours des prestations de services. Les muletiers et rouliers paysans qui avec leurs attelages transportaient le bois, les récoltes. Les montreurs d'ours ou de marmottes distrayaient les foules, les porteurs d'eau auvergnats et les ramoneurs savoyards qui exerçaient dans les villes. Ou encore les instituteurs ambulants, descendant tous les hivers des montagnes de Gap et d'Embrun. Ces maîtres d'école s'en vont par Grenoble dans le Lyonnais et de l'autre côté du Rhône. Les familles les reçoivent volontiers, ils enseignent les enfants et aident au ménage. En somme, nous avions là rendu chez le client la supérette, la pharmacie, les commerces spécialisés, les lieux de spectacle de l'époque. Ces catégories, distinguées pour les besoins de la présentation, s'interpénètrent à l'occasion. Certains leveurs de liège effectuent le levage pour la fabrication des bouchons de juin à août puis vont faire les vendanges, ramasser les châtaignes en novembre et récupérer la résine des pins des Landes en hiver avant de revenir travailler sur leur micro-exploitation. On a estimé qu'au milieu du XIXe siècle le nombre des migrants temporaires, qui était évalué à 500 000 en 1811, atteint environ 1 200 000 personnes, soit plus de 3% de la population totale. 2. La fabrique disséminée s'impose. A. Une diffusion très progressive. Second fait marquant de cette période, un nouveau mode de production industrielle s'affirme au début du XIXe siècle. On le connaît sous des noms divers, fabrique disséminée, Fairlax System, Putting Out System, Domestic System. Il plonge en fait ses racines loin dans le passé, puisqu'il apparaît à la fin du XIIIe siècle dans les Flandres et en Italie du Nord. Sa progression est d'abord lente. Elle s'accélère au XVIIe siècle, avec la première des vagues de mondialisation des échanges que l'on rencontre dans l'histoire, puis surtout dans la seconde moitié du XVIIIe siècle. La fabrique disséminée devient le mode de production prédominant dans les décennies qui suivent, pour atteindre son apogée vers 1850. On la définit généralement comme composée d'un ensemble d'ateliers disséminés dans les campagnes, et travaillant pour le compte de marchands entrepreneurs urbains. En entrant davantage dans le détail, elle s'organise ainsi.
Elle repose comme d'autres modes de production antérieurs sur l'activité en général à domicile, de familles rurales, le plus souvent paysannes. Celle-ci travaille à la commande pour un marchand entrepreneur, selon le schéma suivant. La matière première est fournie dans une large mesure par l'entrepreneur. Il est fréquent que cela soit aussi le cas de l'outillage lorsqu'il ne s'agit pas d'outils ou de machines de base. L'artisan dans ce système ne fabrique pas un produit fini, contrairement à ce qui se passe dans les formes rencontrées à la période précédente. Son intervention constitue une étape dans le processus d'élaboration de ce produit fini. Par exemple, le filage ou le tissage pour le textile. Le marchand entrepreneur définit les caractéristiques de la production attendue et assure le contrôle de la qualité et du respect de ses spécifications. Il réalise dans ses propres ateliers la finition et les tâches réclamant un savoir-faire particulier, par exemple la teinture et les apprêts pour le textile, l'assemblage pour les montres. Puis il écoule le produit final, qui consiste essentiellement en biens de consommation, à destination de marchés supralocaux, voire internationaux. Le plus souvent, l'implantation de cette industrie rurale constitue un transfert de tâches et d'emplois de la ville vers la campagne, une décentralisation avant la lettre. Cependant, il y a des exemples d'initiatives nées au sein même du monde rural, une forme de développement endogène dirait-on aujourd'hui. Tel est le cas de l'industrie horlogère et de la lunetterie du Jura et du Haut-Doubs, ou des industries textiles ou métallurgiques dans certaines hautes vallées vosgiennes. La diffusion de la fabrique disséminée n'a pas été sans difficulté. Elle a tout de suite attisé une rivalité entre les ouvriers et artisans urbains et ruraux, provoquant des expéditions punitives de travailleurs des villes dans les campagnes, voire partie d'eux. Elle a été également la cause d'une concurrence sur la main-d'œuvre entre l'industrie et l'agriculture. Pour cette raison, on lui a imputé la stagnation de cette dernière dans certaines régions. Le succès de cette formule s'explique à l'origine par l'intérêt qu'elle revêt pour les entrepreneurs urbains. Elle leur permet de s'affranchir des rigidités du système des corporations, cloisonné et qui s'est de plus en plus sclérosé au fil du temps. Elle leur permet également de tirer parti du niveau des salaires ruraux, sensiblement plus bas que les salaires urbains, et de ce que l'on appellerait de nos jours un climat social plus calme, que favorise l'existence de ressources agricoles à côté de l'activité industrielle. Elle les dispense au moins partiellement d'investir dans les bâtiments et l'outillage. Elle a donc l'énorme avantage d'apporter au marché du travail de la flexibilité face à l'irrégularité des échanges commerciaux et aux variations. Nous espérons que vous avez apprécié cet aperçu. Pour continuer à écouter ce livre audio sur Google Play Livres, utilisez le lien dans la description de la vidéo.